Donc je vous propose d'aborder le deuxième thème qui était comment concilier la lecture scientifique avec la lecture coutumière. Donc on a plus ou moins déjà abordé le sujet à travers justement le témoignage que vous avez fait sur les chercheurs qui questionnent. Moi, mais lui, il a rien dit encore. Moi, je sais pas. Est-ce qu'il serait pas pour qu'il prend la parole? Tout à fait. Si Kantaki explica a la dentas mataki sama ini taki paye siasanete. Yes, comecei já. A minha está cá deu uma boa ideia. Il pense que c'est une très bonne idée. Omdat ik me ook verstaan en misschien om mensen te smaken zo, kom ik telecoopération. La misita pour. Je vois beaucoup de laboratoires par ici, par exemple au Brésil. En voor zo ensemble voor die moest maar doen en dat moest je niet omdat te moest die maar ook in grondtapu da misita moest je niet krutu. Pour que pour doen ensemble in grondtapu les pas de panneaux de libisme da moest je niet krutu. Pour faire quelque chose, c'est bien qu'on se réunisse et puis faire des réunions. En zo'n passie, dat Ali Bissain Wani, dat Aigodoro en ik een fout maken, dat ons afvallen los op en na mwawro ko sande pano sande barangre, dat ons afvallen tiren Godoro. Comme ça, si Ik een san die de pano du aan ons recht van ons recht. S'il y a quelque chose qui va pas, comment il faut régler ce genre de problème. En théorie zodat les fois quand les fois qu'on dit zodat on est en presse pour miti so da akanta kano jamoro da so akonta ke horgodoro pour horden orusani sans dépanner. Comme ça, le fait qu'on se réunisse, ça peut permettre aussi que nous gardions notre patrimoine. Omdat in alibi en France Guyana na Brassion Suriname en te we ab contact aan ons refi de fois y a bien sma fu aluku le boskondres maja. En Guyane français, par exemple le Suriname, c'est bien que nous gardons un contact entre nous. Da hori a cultura libi omdat in mi da metak le faz don ja so fu contact over den cultura da te inotaken en de tu en sai graba kai kon no ma forstan en de no abale. C'est bien de parler de la culture comme ça pour les anciens, pour les jeunes, enfin pour les jeunes, comme ça. De tu en sai graba kai kon da de no abale sans de vigilant. Ils n'auront pas l'éducation. En a cultura sans abi en da we sitak den first instance sande bigisma be waka e pota presi e liba presi en te tene kon if ino sorguen da de tu asai groi kon no saben pas de mucha de ce que on a les Orusani. Den first instance den Orusani. Ce qu'on a trouvé les anciennes, c'est-à-dire par exemple le patrimoine, si nous ne le gardons pas, les jeunes ne vont pas
ils vont pas le connaître. Voilà. En mi fene her buntak we abon contact da a contact dat mos de alamala contact indenteng sans e kon na we fesi fu soma miti mos magodoro fu kanshi sana moro onderzoek san de panodu omdat abarangre. C'est bien d'avoir d'autres réunions pour que ce contact puisse rester en fait. Omdat if we need doing if we no horengo doro da yo sita ko bigi ma kande if you liben doro kande ma fiari for so miti baka da bopalda sansambe bigi ya so da inoma sabe ko doro da anole de kuma lese go doro ma epa hori kota kande 1 yari of 2 yari da yesata da a contact de go doro o for so alo ide sande panoi. Donc si on laisse tomber le projet en cours, donc le projet ne peut pas poursuivre, donc on ne peut pas savoir que ce projet-là, qu'est-ce qu'on peut faire par la suite. Yeah. Donc voilà, c'est ce qu'il voulait faire passer. Oui, donc moi je pense que si vous avez dit qu'il y a une association qui est en train de monter, c'est bon, donc avertir, cela avait proposé de faire une cartographie des objets là où on pouvait trouver le site. C'est très bien. Donc prendre contact déjà avec les chefs de chaque village. C'est comme ça pourrait avancer. Parce que sinon, bon, on arrive comme ça, les gens, parfois, ils te chassent un peu. Parce que vous venez pas ici, etc. Nous, non, on ne donne pas, etc. On ne peut pas. Donc, il serait bon de faire un travail en amont pour expliquer les gens qu'est-ce que vous voulez faire et pourquoi. Donc, je pense que la démarche, c'est ça. Comme ça, vous expliquez les gens. Là, ils peuvent comprendre. Pourquoi et quoi la valeur. Parce que bon, moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui voudraient quand même connaître les anciens histoires, les anciens objets, etc. Donc, ils vont bien comprendre, ils vont bien accepter. Pour rebondir par rapport à ce que vous venez de dire, tout à l'heure on parlait des sites, donc combien de temps, à partir de quel temps on pourrait commencer, ça n'a pas répondu justement à cette question par rapport à la découverte des sites. C'est vrai, quand on a encore la mémoire active de certaines personnes, ce serait bien d'utiliser. Donc d'où, c'est vrai que juste pour rebondir, il faut apporter, parce qu'on a encore des anciens qui sont capables encore de se repérer, de dire où se trouvent certains lieux, et des anciens villages, etc. Donc on pourrait faire des recherches et avoir... En général, en prospection, c'est super. On n'a pas de date limite. Non. Un village abandonné, il est cartographié tout de suite. Donc là, il y a des villages que je pense qui n'ont pas été cartographiés. Et ce qui aurait été intéressant, c'est qu'on puisse le faire. Il y a pas mal de villages, moi quand j'ai été dans la question il y a quelques années, je sais qu'il y a quelques villages qui n'ont pas été... Ça aurait été intéressant justement de pouvoir bien spécifier les participation de la population. Voilà. Faire prendre conscience aussi de leur histoire. Certaines familles, pourquoi ils ont été déplacés, pourquoi ils ont quitté ce lieu-là pour se rapprocher, comme pour beaucoup d'autres villages, parce qu'en général, c'est par rapport à l'administration. Ça, on peut le dire, les déplacements de villages ont été beaucoup du fait de l'administration. Parce qu'il fallait rapprocher, par exemple, pour la scolarité, parce qu'il y avait un lieu précis. Il y a eu beaucoup, je crois même que c'est Vignon, c'est le Vignon qui est un des premiers justement à vouloir... à faire ce genre de travail, que les enfants soient autour, par exemple, que les populations soient autour d'un lieu administratif.
Donc ça, il faut vraiment... Et tous les villages abandonnés, que sont-ils devenus? Est-ce qu'il y a eu des abattis? Est-ce qu'il y a eu, etc. C'est quand même une histoire. Il y a beaucoup de jeunes qui ne connaissent pas ça. C'est vrai que ça a été bien compris. Si je prends l'exemple de Papa Ishton, le Papa Ishton, vous avez l'ancien Papa Ishton et puis le nouveau Papa Ishton, là on appelle le Pompidou-Ville. Parce que, bon, à l'époque, je trouve Emmanuel qui est le créateur de la commune d'Apatou dans Sentier Papa Ishton. Et donc, lorsqu'il est arrivé, bon, Papa Ishton, c'est un village qui s'est inondé à chaque fois. Et là, on ne pouvait rien faire, on ne peut pas utiliser l'électricité, etc. Donc, il fallait déplacer ces villages-là, aller là où ça s'est inondé pas. Donc, voilà pourquoi ce village-là s'est déplacé. Vous voyez, donc, il y a toute cette histoire-là. Et il y a d'autres choses aussi, pourquoi on appelle un village un tel nom. C'est une histoire. Par exemple, là, Papa Ishton, il y a une fromager qui a une histoire. Le fromager, il n'est pas poussé comme ça, quoi. Il y a une histoire, ça, il faut l'expliquer, quoi. Concernant ce rapprochement du discours scientifique, je fais en vitesse, et du discours et de la population locale, on s'est interrogé à Saint-Jean, notamment du fait que cette histoire du bagne est complètement étrangère à l'histoire des populations qui habitent sur le lieu. On n'est pas du tout dans la même logique. Il y a une chose qu'on commence à savoir faire, c'est intervenir auprès de la population des jeunes, et notamment des enfants, non pas pour en faire des spécialistes du bagne, il ne s'agit pas du tout ça, mais pour que les vestiges qui sont là prennent un sens et soient perçus comme des traces d'une histoire. Il y a quand même des personnes âgées qui ont connu la fin du bagne là sur place. Quand ils sont arrivés, il y avait encore des vestiges assez... donc il y a encore la mémoire des personnes âgées qui est là et qu'on peut recueillir. Mais pour nous, ce qui est important, c'est que toutes ces traces, l'abattoir, le kiosque à musique, les ponceaux, le train, il y a un train qui est là, soient perçus par les enfants, aussi jeunes soient-ils, comme des traces d'une histoire, qui les dépassent peut-être, qui ne connaissent pas bien et qui peuvent peut-être apprendre. Il y avait un travail qui a été fait par un enseignant autour de l'histoire du train de Saint-Jean. Donc ça, on arrive à faire à peu près. Là où on a un peu plus de difficultés, c'est par rapport aux populations adultes. D'abord parce qu'on y réfléchit, on essaie de mettre des choses en place. Les gens autour savent bien qu'il y avait le bagne, ils ne sont pas complètement... Ils savent, ils ne sont pas non plus... imaginer que les gens ont perdu complètement le... Donc ils savent bien, mais on voudrait aussi aller plus loin et leur donner la possibilité, leur faire connaître un peu plus cette histoire du village, parce qu'on pense que c'est aussi comme ça qu'on s'intègre un peu, enfin qu'on s'approprie. Et là on est un petit peu en difficulté parce qu'on a du mal à savoir repérer ce qui est important dans toute l'histoire qu'on peut... où on fait des visites qui durent 2 heures, 2 heures et demie, on a du mal à trier là-dedans ce qui paraît important. On a du mal à savoir comment faire référence, ça fait beaucoup référence à l'histoire de France, bien entendu. C'est dans un contexte, la relégation a été créée dans un contexte politique particulier, c'est là. Alors voilà un peu les difficultés qu'on rencontre. On essaie de réfléchir, de travailler là-dedans, mais pour l'instant, c'est vrai qu'on a un peu de mal à restituer cette histoire, enfin la connaissance qu'on a de cette histoire, de cette partie de l'histoire du village, à la population locale, et donc à l'associer, pour qu'elle ait une meilleure prise en compte de cette histoire. Voilà, donc on essaie d'avancer là-dedans. C'est partie de nos limites pour l'instant. Pour montrer aussi aux enfants, mais l'évolution aussi par rapport aux objets archéologiques. Quand on arrive à retrouver vraiment tous les tessons qui nous permettent de reconstituer vraiment l'objet, l'évolution par rapport à la culture actuelle, c'est quelque chose de parallèle, c'est comme quelque chose d'intéressant à faire aussi. Par rapport à, je parle bien, je fais une comparaison sur les deux phases, mais
montrer que l'évolution, il y a des choses qu'on utilise toujours, des choses qu'on n'utilise plus, pourquoi on ne les utilise plus, etc. Je pense que c'est quand même une bonne chose intéressante à partager. Faire intervenir les enfants par rapport à ça. Je parle notamment des poteries, des choses comme ça. Parce qu'avant, bon, on en parlait quand on parlait des sciences funéraires, quand les gamins regarde qu'est-ce que c'est, mais pourquoi on mettait les gens là-dedans. Il y a quand même pas mal de questionnements, parce qu'ils entendent parler des choses et tout. Donc avant ça se passait comme ça, mais pourquoi ça se passait comme ça, et pourquoi maintenant on peut plus faire pareil. Donc expliquer un peu les choses, et comme avoir suffisamment d'éléments pour pouvoir transmettre ça aux enfants. D'où je reviens sur la formation des enseignants. Et il y a aussi c'est pas un problème, c'est pas une limite, mais il faut le faire quand même en accord avec la culture avec Tout à fait. on travaille. Parce que chez les Calinia, par exemple, le passé est souvent rejeté. Pas tout le passé, c'est tout ce qui touche beaucoup à la mort, qui est quand même quelque chose de particulier. Mais par exemple, durant le funéraire, il y a des enfants qui étaient curieux quand ils allaient sur le site. Justement, c'est pour cette raison qu'on a fait le site à l'école. Quand on a fait, il y a eu la fouille qui aurait pu se faire sur le site, on a trouvé l'urne. Il était hors de question d'emmener des enfants sur ce site-là. Parce qu'il y a vraiment tout ce qui est magico-religieux autour de la culture. Il faut prendre quand même conscience aussi de ça. Préfère faire attention à ça. Par contre, le questionnement des enfants ne peut pas aller l'occulter. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire aux enfants, mais non, c'est comme ça, on ne peut rien vous dire. Tout au contraire. C'est-à-dire que les parents, eux-mêmes, ils ont du mal à pouvoir expliquer ce fait-là. Donc c'est tant mieux que ce soit quelqu'un de l'extérieur de la famille qui puisse dire à l'enfant, ben voilà, avant ça se faisait comme ça. Maintenant c'est autrement pour telle raison. Mais c'est vrai qu'il y avait pas mal de questionnements, pas des tout petits, mais entre autres les enfants du CM2 qui demandaient mais pourquoi apparemment on mettait les gens dedans, comment ils arrivaient à tenir aussi petits dans un truc comme ça. Il y avait pas mal, oui on nous a dit sur l'image il y avait telle chose parce qu'il y a quand même des photos qui passent, donc on ne peut pas dire que les enfants ne voient rien. Donc il y a quand même une histoire autour de ça, il y a des choses, l'histoire, mais aussi prendre compte de tout ce qui est les interdits. Du coup, moi j'ai une question. Est-ce que ça ne pose pas justement de problème que ce soit des gens extérieurs qui expliquent des choses anciennes pour des populations qui ont une culture extrêmement forte? Je ne parle pas d'expliquer des choses anciennes. C'est-à-dire qu'il y a des sujets qui ont du mal à être émis par la famille. Et je pense que l'école, par le fait de l'éducation, par l'enseignement, je ne parle pas d'éducation, mais de l'enseignement, a quand même une part. Et les parents ne sont pas fermés à cela. C'est-à-dire que justement, c'est ce moyen-là qui peut permettre justement de débloquer certains non-dits ou des choses que les enfants peuvent s'approprier. Et je pense que c'est un terrain qu'on devrait exploiter. Donc ça ne pose pas de problème que ce soit par le biais de l'école? Moi je pense qu'on n'a jamais eu de problème par rapport à cela. Par contre, pour aller sur le site, c'était un souci. Donc c'est pour cette raison, quand on a fait l'activité archéo, on l'a fait, j'ai choisi, parce que les enfants posaient des questions, j'ai choisi de le faire dans l'enceinte de l'école. On a creusé, à quelques mètres, on a rajouté des tessons, on a fait la face précolombienne, etc., moderne et tout, pour que les enfants puissent apprendre à chercher et à repérer, à numéroter ça, comment travaille l'archéologue. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent quand on parle d'histoire, on se dit souvent les gens qui sont « Ah, c'est mon histoire, je sais comment la raconter ». Parfois, c'est bien aussi d'avoir un regard. On raconte l'histoire, mais aussi d'avoir un regard de quelqu'un. Moi, je la raconte d'une certaine manière, mais lui, si on a la même histoire, on a vécu au même endroit, il peut la raconter d'une autre, parce qu'il a ressenti autrement. D'où le problème. Quand on travaille avec une seule personne, si jamais, comme il disait tout à l'heure, M. Atteni, on vous raconte une bêtise, si vous n'arrivez pas à croiser les données que vous avez, c'est sûr que vous écrivez après, vous basez sur les données à laquelle vous avez confiance, donc vous écrivez dans la personne ce que la personne vous a dit. Mais par contre, si on croise à chaque fois les histoires, on me voit, la possibilité de discuter avec l'enfant ou avec à ce moment-là, on peut croiser et se dire, non, pourquoi il m'a dit ça? En fin de compte, les deux disent ça. Mais non, en fin de compte, je serais plus d'accord avec, vous comprenez? Justifier un peu, vérifier, les dire, quoi. Ça, c'est important. C'est important, mais chacun a aussi une version de l'histoire différente, finalement. Oui, mais il y a des points qu'on retrouve
quand tu fais l'histoire de Valérie Mapo, quand tu passes d'une famille à une autre, il y a des points qui se... C'est pour ça qu'il faut croiser. Il faut croiser et prendre vraiment le maximum de renseignements. Parce qu'à un moment donné, si on ne fait pas ce croisement-là et qu'on ne se tient qu'à une seule famille, on n'aura qu'une histoire particulière et qui n'ira pas forcément dans le sens tout le monde. Par contre, si on a tout entrecroisé, qu'on a vraiment justifié après, voilà, moi j'ai vu telle famille, c'était comme ça, mais il y a des coïncidences, des il y a des mots qui sont très difficiles à dire. Moi, je pense que ce serait plus justifiable auprès de... Ah ben oui, il avait dit ça, mais en fin de compte, oui, je rejoins ce qu'il avait dit. Tu comprends, toi? Moi, j'ai fait un travail sur les chamans, je sais qu'il fallait voir plusieurs personnes pour avoir vraiment quelque chose de cohérent. Si on ne fait pas ça, on prend une histoire et après... Juste pour vous dire, moi je suis arrivée à Ouala, je ne parlais pas Kalinia, je connaissais quelques mots, mais je ne parlais pas Kalinia. J'ai voulu apprendre quelques phrases et tout, et je me rappelle, il y a un jeune qui m'a donné une phrase, il m'a dit que ça veut dire comment, moi je sais comment c'est bonjour, mais après il m'a dit non, mais si tu veux saluer respectueusement un adulte, un ancien, il faut dire comme ça. Mais moi j'ai intégré la phrase, et moi je croise un ancien, et je lui balance ma belle phrase et tout. Il m'a dit t'as de la chance. Si je ne te connaissais pas, tu prendrais une raclée. Je l'ai insulté, mais platement. Et c'était vraiment rigolo de la part de l'autre, mais moi, ça ne m'a pas fait rire du tout. C'est juste pour dire, c'est vrai qu'il faut faire quand même très attention. Donc maintenant, je fais très attention. Mais c'est vrai que c'est vraiment pour faire quand même très attention par rapport à ce qu'on entend, ce qu'on voudrait vraiment. Ça n'a pas donné raclée à l'autre. Non, par contre, je lui ai vite fait comprendre que c'était quand même pas sympa. J'aurais pu prendre quand même quelque C'est clair. Est-ce que dans les villages, il y a un travail qui est fait pour conserver la parole, les histoires, fait par des associations ou des choses comme ça, qui peut après être en lien avec les scientifiques? Est-ce que dans les villages eux-mêmes, il y a quelque chose qui est par les habitants du village pour une transmission, mais qui serait plus ou moins conservée? Peut-être pas forcément pour les scientifiques, mais pas forcément pour le village lui-même. Pour les gens oui. En tout cas, là, ça se... En tout cas, moi, je vois pas ça. Je sais qu'il y a quelques années, on a fait un... Attends, vous êtes bien à parler. Excusez-moi alors. On a fait disons, avec des étudiantes, surtout des étudiantes, un travail sur l'histoire du village. Ça, on a fait. Mais après... plus particulièrement tel ou tel thème, non. C'est surtout l'histoire du village, comment sont arrivées là, les populations, d'où elles viennent, et nos relations avec... parce qu'on n'est pas nombreux en Guyane, il n'y a que, je dirais, 4 villages, Arawak seulement, les autres sont à Matoury. Et en fait, faire le lien avec ces villages-là, donc en fait, l'histoire est faite. Et même avec ceux du Suriname, parce qu'à un moment donné, il n'y avait plus d'Arawak en Guyane, donc... les familles sont revenues du Suriname. Et par contre, ce que je trouve un peu dommage après tous ces travaux-là, quelque part de chercheurs, c'est qu'en fait, on n'est pas adapté à la population, quoi, parce que c'est très scientifique, et puis bon, on ne comprend pas forcément ce qui est écrit. Au moins réduire, et puis l'éditer, ou même avec... comment dire, des objets aussi qu'on a, en tout cas faire quelque chose de plus accessible à la population même, déjà qui est concernée, et puis bien sûr ça l'aura, quoi. Donc c'est ça que je trouve un peu dommage. Voilà. Oui, c'est que faire des recherches, ça ne va pas dans 2 mois ou 3 mois. Oui, non, ça dure beaucoup de temps, mais après... on a rendu le rapport. Déjà le rapport, on est obligé de l'écrire, on va dire, pour l'aménageur. C'est pas... On peut aussi écrire pour la population locale, mais ça sera une autre version. C'est pas la même version que nous, on est obligé de rendre, en fait. Et donc... Après, une fois rendu le travail, on va dire, obligatoire, bien sûr, après, mais là on parle déjà 4-5 ans, on a découlé déjà 2, je pense. On n'a même pas encore eu le temps de finir les analyses, tout ça.
Donc oui, ça c'est dommage et ça ne va pas rapide, mais comme on a déjà dit, nous aussi on a besoin de croiser nos données, de parler avec d'autres familles, parler avec d'autres spécialistes. On a besoin de vérifier nos conclusions, nos hypothèses. Et comme vous dites, c'est mieux de passer 2-3 ans de plus au lieu d'aller dire rapidement mais c'est comme ça, allez, ciao. Nous, on a aussi justement pour justement donner une histoire un peu fiable, on va dire. Finalement, c'est ça. Non, mais à la fin de tout ce que vous dites là, après, c'est après. Oui, c'est même si ça dure 15 ans, hein, mais bon, après. Je comprends tout à fait, parce que nous, le souci qu'on a eu à Awala, on a eu énormément de chercheurs qui sont passés, aussi bien que pour tout ce qui était homme de tortue, qui était pour la culture, et le rendu, les données après, même scientifiques, cette base de données, nous ne l'avons pas. On commence à en avoir un peu depuis il y a quelques années. Nous n'avons pas. Des gens qui ont terminé leur thèse, qui ont fait des tests sur le CRM, qui ont été reçus et tout, mais il n'y a pas eu de rendu. Et c'est vrai que quand on a ce rendu, quand on peut l'avoir, c'est vrai que c'est incompréhensible pour tout un chacun. Donc dans ce cas-là, dans quelle mesure, à ce moment-là, trouver une possibilité? C'est vrai que quand on est scientifique, on a du mal à pouvoir gagner le terrain de tout un chacun. Parce que ce qui aurait été bien, c'est de trouver un système ou un organisme qui puisse justement adapter ce texte, les textes de données, pour tout un chacun, pour la population. L'expérience qu'on a dit à l'université de Padua, c'est qu'on fait ce qu'on appelle en brésilien, je ne sais pas comment on traduit en français, les cartilles. Les cartilles, ce sont des petits bouquins qui justement, on fait des versions, disons des diffusions. La différence entre la publication scientifique et la diffusion. Et les musées font ça aussi. Il y a un musée, une section qui s'appelle le journalisme scientifique. Ça veut dire qu'ils viennent chez nous dans une réunion et ensuite ils traduisent en termes de diffusion des résultats. Et une publication que j'ai beaucoup appréciée, que j'ai reçue 2 exemplaires, c'est de la Sepangui. La Sepangui a fait un livret pour les enseignants à propos de la faune et de la flore. Vous le connaissez? Des panneaux avec c'est magnifique. Pas seulement des panneaux, mais le petit livret aussi, ils ont envoyé des panneaux. Avec, disons, l'histoire des différents environnements côtiers, la faune et la flore. Et ensuite, tout cela est imbriqué. Ça, c'est très intéressant, la synthèse à la fin, qui donne à l'instituteur une quantité de matériel pour passer aux enfants. Alors, pourquoi ne pas passer une publication de ce genre? Ça veut dire que ça serait une mission à nous aussi, de pouvoir traduire dans un langage compliqué, un langage scientifique, dans des termes de diffusion. Ça, on apprend ça. Mais il faudrait travailler avec les villages pour justement ce qu'on appelle la vulgarisation, faire peut-être un petit comité entre des gens du village et des scientifiques pour qu'il y ait une traduction simultanée entre eux, vulgarisée et que ce soit adapté. C'est difficile. Parce que peut-être qu'un langage scientifique pour Balaté sera peut-être, pour vulgariser ce langage-là, sera peut-être différent que pour non, je ne parlais pas du tout de ça, je ne parlais pas de langue maternelle. Non, ce qu'on dit vulgariser, c'est le rendre accessible à tous. Mais justement, quand le rendre accessible à tous, par exemple, quand on parlait du livret de la Sepangui, c'est accessible à tous. Oui. Mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que ce qui se passe à Balaté, qui se passerait à Balaté, quand on l'aurait eu nous, ça nous serait aussi visible. Monsieur Athénie l'aurait eu, pareil. C'est-à-dire que ce serait sur le même plan pour tout le monde. C'est-à-dire qu'un livre qu'on peut avoir et qu'on peut vraiment être accessible à tous, pas forcément à quelqu'un de particulier. D'où, c'est très intéressant, au musée Goldie, ils ont vraiment une structure particulière qu'on n'a pas malheureusement. Non, en Guyane, on y a. Et pour compléter, au musée Goldie, on avait des albums coloriés, qui avaient une collection, avec justement des costumes de tradition, etc., qui étaient différents, d'ailleurs une collection très grande. Alors les enfants, ils avaient ça, ils devaient colorier en même temps. Ils apprenaient comment ça se faisait ici, là. Ça aussi, c'est intéressant. Et ce qui serait intéressant, c'est qu'en plus des publications, on en parlait tout à l'heure, c'est multiplier les expositions. C'est-à-dire que quand un travail scientifique a été fait,
qu'on s'oblige à faire un rendu public, une exposition. Là, pareil, il faut faire attention. Je tiens pour avoir été à des conférences, avoir été avec des gens à des conférences où les gens rendaient leur travail, si vous n'êtes pas à même. Non, je ne parle pas forcément de conférences, je parle d'exposition avec des panneaux, des photos. C'est des expositions. Oui, l'exposition, oui, mais la conférence. Oui, c'est toujours. J'explique bien. Oui, bon, quand il y a des photos, c'est plus parlant. Mais quand il y a une conférence, ça peut être intéressant pour Madame Prost, et puis pour moi qui, par exemple, n'aurais pas le même langage et tout, ça peut vraiment être quelque chose de. Mais si je vais chez l'archéologue, il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. Non, mais on est d'accord. Non, mais on pourrait quand même imaginer que quand il y a des travaux qui se font, comme par exemple, là, il y avait un cours sur l'histoire de Saint-Jean ou sur l'histoire des camps forestiers, qu'on prévoit dans la Convention une restitution au public intéressé, ce qui obligerait à réfléchir au langage employé pour qu'il y ait une compréhension, que ça puisse être compréhensible pour tout à chacun. Il faut savoir que normalement c'est obligatoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui l'État nous oblige, quand on donne un projet de recherche, ils acceptent les projets de recherche uniquement si dans nos projets de recherche on a mis en place une partie restitution au public et publication. Parce que c'est vrai qu'il n'y a rien de plus... Enfin, c'est assez pénible de voir... Monsieur l'évoquait tout à l'heure, des travaux de recherche qui se font, des fois de très haut niveau, et on retrouve quelques années après un bouquin publié sur l'histoire d'un village ou d'une population, sans que cette population soit associée, sans qu'elle le sache, et avec un sentiment de dépossession. Bon, donc, ce qu'on appelle la recherche participative. C'est vraiment obligatoire. On ne peut pas arriver colonisateur, c'est ça, bon, hein? Mais la population n'a rien à voir. Ce qui s'est fait régulièrement. Ça se fait moins maintenant. Ça se fait moins, mais c'est vrai qu'avant, il a fallu quand même qu'il y ait certaines revendications et que des gens puissent dire stop. Et c'est là, Evelyne, qu'on peut parler du chantier d'insertion. Voilà. Qu'est-ce que c'est le chantier d'insertion? Alors c'est un chantier d'insertion qui est mis en place par, on a plusieurs partenaires, hein. Donc il y a justement les musées des cultures, la région, la mission locale et la mairie de Wallis-et-Futuna. Donc cette mission, ce chantier consiste justement, donc il y a des jeunes qui participent à recruter. Donc là, c'était 6 personnes. Donc on a fait le choix de prendre 4 jeunes et 2 personnes d'un certain âge pour plus ou moins avoir une certaine cohérence, un encadrement plus fiable. Et donc ce chantier consisterait à ce qu'ils fassent des prélèvements, qu'ils aillent justement, je ne sais pas prélèvements, des inventaires participatifs. Voilà. Donc là, c'est en cours. Et avant justement les inventaires participatifs, ils sont partis en immersion, entre autres à Belém, au musée, au Suriname aussi. Ils ont fait aussi un travail aussi avec le musée des cultures régulières. Voilà. Donc, et c'est un travail qui tient à cœur à la mairie, avec un objectif justement d'une ouverture de ce que nous appelons, je ne sais pas, on appelle ici c'est le SIAP, mais nous que nous appelons la maison d'estuaire, c'est-à-dire avec la valorisation des cultures matérielles et aussi immatérielles. Donc là ils ont déjà commencé et là ils vont rentrer vraiment dans l'inventaire participatif, là, bientôt avec la participation et un encadrement du musée des cultures et ainsi que l'encadrement d'une dame qui travaille aussi au niveau de la région. C'est tout nouveau au niveau de la région par rapport à tout ce qui est patrimoine et tout. Donc il y a une cellule qui s'est mise en place et donc on aura aussi un soutien pour la formation. Et un volet de formation et un volet
un volet sur tout ce qui est travail sur le terrain. Ça pourrait être d'ailleurs une solution en multipliant ces chantiers d'insertion pour intégrer les populations locales. Le but serait qu'il passe un concours d'assistants de patrimoine, conservation aussi. Donc c'est vraiment, il y a des concours qui se fait, donc au moins les préparer à ça. D'où l'ouverture, parce qu'on sait que c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est un concept qui était nouveau, et on sait pertinemment qu'il y a des communes qui vont commencer à faire aussi, avoir la même démarche. Donc ce serait intéressant que si nous, au niveau d'Awala, on ne peut pas embaucher les 6, mais moi, si on peut en prendre 2, ce serait déjà pas mal, et que les 4 autres puissent avoir possibilité d'avoir un emploi, même à l'extérieur du village, qui peut être quelque chose d'intéressant aussi, au niveau social. Excellente proposition. Très bien. Je sais que pour l'écomusée, j'ai passé un partenariat avec l'écomusée et le musée Franconie, et j'emmène avec moi sur mes chantiers de fouilles les agents des musées. Parce que souvent aussi le problème qu'on a des agents de musée, c'est qu'en fait ils font visiter un musée sans réellement appréhender tout le travail scientifique qui a été fait en amont. Donc il a été décidé de les faire venir sur les chantiers archéo et de les faire découvrir la fouille, pour qu'ils comprennent bien tout le travail en amont, l'objet, d'où il vient, comment il a été trouvé, comment on l'a restauré, et comment on restitue l'histoire à partir de l'objet. Et c'est pour ça que on va signer un partenariat, et donc chaque été il y a des agents de l'écomusée du musée Franconie qui vont venir fouiller et c'est aussi un très bon moyen, comme un chantier d'insertion, de mieux intégrer les populations. Est-ce qu'il n'y a pas des limites entre scientifiques et population? Est-ce que parfois il ne peut pas y avoir des blocages? Comment lever ces blocages? Par exemple, je m'adresse à Brigitte, si je devais intervenir au village de Banoté, comment la population prendrait une intervention archéologique extérieure? Est-ce qu'il n'y aurait pas des blocages à lever avec les habitants? Comment on pourrait travailler là-dessus? Je pense que c'est l'information, et je pense comme vous aussi, en ce qui concerne les Amérindiens, il faut passer par les anciens. Parce que peut-être dans d'autres communautés, il faut passer peut-être par les jeunes pour sensibiliser les anciens. Mais là, je pense que c'est les anciens plutôt qui pourront, parce que peut-être que les gens auront plutôt tendance à dire à quoi ça sert, pourquoi on fait ça et tout. Et aussi, mais je pense qu'il y a un double travail aussi au niveau des adultes aussi, et leur faire comprendre que c'est bien de préserver, que c'est pour les enfants, même s'ils n'en veulent pas peut-être tout de suite, mais pour l'autre génération peut-être. Parce que ça non plus, c'est pas évident, quoi. Parce que souvent, effectivement, chez les anciens, il y en a beaucoup qui veulent pas parler, qui veulent pas dire les choses. Des fois, c'est nous-mêmes qui demandons, hein, donc c'est pas évident, même dans certaines communautés, je sais que peut-être qu'ils le disent. Mais après, ils ne veulent pas qu'on retransmette aux chercheurs, donc c'est... Il y a un blocage à ce niveau-là. Ah oui, oui. Oui, ça rejoint ce que disait monsieur. Donc il y a double... La vérité qui n'est pas forcément transmise, en fait, la vérité entre guillemets. Oui, mais en même temps, je veux dire que si on veut protéger, peut-être sauvegarder, transmettre, je ne vois pas d'autre moyen que de... Protéger, c'est cacher en fait. On peut dire dans ce sens-là, mais là, c'est même pas caché, c'est protéger, c'est le fait d'avoir tellement déjà donné et de n'avoir pas forcément eu de retour, on n'a plus envie. Moi, je pense que c'est dans cette optique-là qu'il faut voir les choses. Hein.
les gens ont tellement donné, ont tellement participé, ont tellement accueilli et permis à des chercheurs de préparer, de faire leur thèse et tout, ou de faire leurs travaux. Pour rapport à l'archéologie, c'est depuis 2002 sur le Maroni. Au-delà de l'archéologie, le souci c'est que c'est là justement l'archéologie va rentrer dedans, parce que je vous dis, quand je parle de scientifique, je mets tout le monde dans le même paquet. C'est-à-dire que tout un chacun ne dira pas, eh bien non, les archéologues arrivent juste maintenant. Ah non, c'est pas eux avant, non, ce sont les scientifiques. Donc vous rentrez dans les scientifiques. Et donc c'est ça qu'il faut, dont il faut faire attention. Je donne juste un exemple, là, ça ne concerne pas l'archéologie, mais ça concerne un remède chez nous. Et c'est le remède là contre la piqûre de raie. Et on avait un ancien justement qui avait un savoir de ça. Et il est mort, et puis du coup, tout le village, on était vraiment embêtés parce qu'on s'est dit, est-ce qu'il a transmis, est-ce qu'il a... C'était un problème, quoi. Parce qu'en même temps, n'importe qui ne peut pas aller lui demander comment se fait son remède, quoi. Et finalement, sa fille a réussi à sauver, mais en même temps, c'est difficile même de parler à la fille, elle n'est pas si âgée que ça, mais en même temps de rendre peut-être pas public, mais que tout le monde soit au courant pour que ça ne se perde pas, et on ne sait pas comment aborder ça, en tout cas pour l'instant. Mais en même temps, c'est quelque chose à garder, puisque beaucoup de gens de Saint-Laurent venaient voir cet ancien-là du village quand ils étaient piqués par une piqûre de raie, parce que souvent c'est très douloureux, c'est très... Juste, ça ne concerne pas l'archéologie, mais bon, c'est quand même une valeur historique. Donc il doit être possible de discuter avec localement une association ou les capitaines ou les responsables pour donner ce sens-là, pour que la population sache ce qui se passe. Tous les gens que je côtoie autour sont tout à fait intelligents et comprennent très bien les choses quand on leur explique, malgré ce qu'on peut imaginer. Donc il suffit d'expliquer. Et quand on explique, ça va beaucoup mieux. Et là, le travail scientifique, alors, peut se faire en accord avec la population. Et bien sûr, après, il va y avoir une restitution et les gens s'intéressent à ce qui se passe. Ça discute après autour de ce qui se passe. Je pense que le blocage, il peut être levé en partie, il n'y a pas que ça, mais en partie par se prendre du temps pour mettre en place ces travaux, qu'on se discute, qu'on sache de quoi il retourne et qu'après on rediscute. Moi je voudrais revenir là-dessus, c'est que comme je disais, on a la recherche programmée qui sont là. On peut prendre du temps, travailler avec des gens, on peut croiser les données. Mais nous, dans le projet préventif, parfois, c'est dans 5 jours matin, tu vas fouiller là-bas. Oh. Oui, il faut que j'aille là-bas. Je ne sais même pas, j'ai très peu de temps de prévoir mon dossier, des choses comme ça. Je fouille, j'arrive, je prends ma pelle, blablabla, parce que la commune a décidé qu'ils veulent construire là-bas. Et c'est là, il y a déjà un problème dans ce sens-là. Ils ont décidé de construire là-bas, ils n'ont pas consulté les gens locaux, blablabla. Il y a une machine qui est toute en route et qui est difficile à arrêter finalement. Mais nous, on est là pour ça aussi, on est là pour... qui peut être un peu levé, parce qu'il y a eu des fouilles préventives qui sont faites à Saint-Louis, où ils ont trouvé un cimetière, et moi, on est venu m'appeler quand ils ont trouvé. Ils sont venus m'appeler parce qu'ils savaient que l'association s'intéressait. Et donc je pense qu'il y a rapidement, parce que des liens qui peuvent se faire, c'est vrai qu'il faut travailler vite, mais un coup de fil avec les responsables de... Non, mais il y a aussi l'aménageur. Donc ça ne demande pas forcément beaucoup de temps. Le problème qui soulève par rapport au travail de l'INRAP, c'est que l'INRAP est soumis aux volontés de l'aménageur. Si l'aménageur refuse la diffusion, il y a impossibilité de discuter avec les populations locales, les associations, ça doit être caché. Hein. C'est ça, c'est un problème. Moi, je suis venu en cachette chez vous. Par contre, est-ce qu'il n'y a pas possibilité pour vos associations, justement, de mettre des... Oui, ou avec M. Atteni, ou que vous, dans vos
propres associations Mais il faut faire un point, que c'est ça. prenez en charge cette conservation de la mémoire ou justement, ou alors taper du poing sur la table en disant nous maintenant on exige vraiment une participation. C'est peut-être les administrations. Tu peux taper sur la table quand tu as par exemple une carte avec des sites, tu dis. Oui, tiens, voilà, ce site-là, la carte, on revient à ce tu qu'on a frappes dit, avec ça, tu fais avec des paroles, ça nous intéresse. Les en général, et sur ce que je disais tout à l'heure en dehors de la réunion, c'est que lorsqu'on trouve des choses sur ton archéologie, vous m'aviez dit que ça appartenait donc pour Massa Cayenne. Oui. Donc ce serait bien effectivement que la commune, en tout cas la collectivité ici, s'implique pour que ça revienne à discours. Alors ça se fait. Et j'espère qu'avec le service du patrimoine, ça se fera de plus en plus pour que ça soit... La commune va faire une demande. Ça se fait, mais il faut que la collectivité fasse une demande au service régional de l'archéologie pour que le matériel soit reversé. C'est ce que je fais avec l'écomusée. Moi, mon matériel, il ne descend pas à Cayenne. En fait, je l'étudie, une fois que j'ai terminé, je remets tout directement à l'écomusée. Et l'écomusée a signé une convention avec le service régional de l'archéologie. Et même ce qu'on a trouvé antérieurement, c'est-à-dire que j'ai entendu qu'au musée il y avait des anciennes Moi, je pense choses. même que le SRA sera très content de se débarrasser. le dépôt est plein, il craque de partout, donc le service régional sera très heureux de passer des conventions pour verser le matériel. Ça a juste on va dire une contrainte pour vous, c'est que par contre vous avez l'obligation de les conserver. Il y a des normes. Ça coûte cher. Voilà. Il faut aménager une salle. Non, mais moi je pense après là c'est la collectivité aussi qui doit prendre en charge. Tout à fait. Mais ça se fait sans aucun problème. Ça se fait sans aucun problème. Mais je pense qu'effectivement il faudrait que les associations culturelles, on va dire, prennent aussi des choses en main. Nous, on peut pousser aussi, tant qu'on a fini le rapport, on peut dire à la commune de Saint-Laurent, mais allez, nous, on aime bien que cela, on ne peut pas les forcer de faire ça, on n'a pas le pouvoir de forcer, mais on peut dire, on aime bien, parce que Madame Berhard, on a papoté, on veut bien que ce soit rendu là-bas. On peut faire ça, mais finalement, c'est la commune de Saint-Laurent qui doit aller à Cayenne, remplir le papier, on va faire ça, blablabla. Mais il faut les pousser, bien sûr, il faut les pousser. C'est à faire. Et après, remettre en lien avec l'éducation nationale, on retombe sur le pour attirer les scolaires. Le public vient de là. Si c'est pour faire une restitution et personne ne vient, effectivement. Si c'est une restitution et qu'on met en place un programme pour faire venir les scolaires, etc. Je pense que vraiment le but, c'est d'attirer les scolaires. Voire même, ce qui est possible, moi je l'ai fait, c'est de monter une restitution, une exposition avec les scolaires. C'est choisir une classe, mais que ce sont avec le travail des élèves, ce sont les élèves qui réalisent les panneaux, et qui s'interrogent eux-mêmes comment restituer quelque chose, et c'est pas mal ça. Ça marche bien. Moi, je sais que mes élèves de 4e ont adoré faire leur exposition et elle a très bien marché. D'ailleurs, on a fait des panneaux pour la journée patrimoine de 10 ou janvier. On est ici à Saint-Laurent. Il y a toutes les classes aussi de Balaté qui sont passées. On a amené quelques objets. On a des panneaux faits justement de Saint-Louis et de Balaté qui étaient là. Donc nous-mêmes sommes venus aussi. Donc on a pris toute la journée, on a pris les classes, on a expliqué ce qu'on a fait. Et voilà, les petites, tu connais, des petits trucs comme ça. Donc ça c'est la première étape. On fait des panneaux, on intervient sur des écoles, ça c'est pour la commune, on dépose ça à l'office de tourisme. Comme tu dis, c'est maintenant, depuis quelques années. Et après c'est la volonté de faire un expo, d'aller au-delà ou quoi. Mais tout ça c'est pas évident et il faut on revient au même pousser ensemble, en fait c'est mieux, il faut pousser ensemble. Surtout il ne faut pas avoir peur de faire appel aux autres associations ou même aux services.
Si je sais que si vous avez appelé service régional de l'archéologie en disant ben voilà, nous on aimerait bien faire ça, c'est peut-être pas le service de l'archéologie qui va le faire, mais il va vous orienter vers les personnes qui vont pouvoir vous aider. Moi régulièrement, le conservateur m'appelle, me dit bon voilà, il y a telle personne qui veut faire une formation sur le patrimoine industriel, bon ok j'y vais. Oui, il va appeler Claude si c'est de l'amérindien. Il ne faut pas avoir peur en fait de communiquer et de demander. Et je pense que plus on travaillera en synergie et en collaboration. Il faut refaire tout. Mais nous, on n'a plus de sous pour faire ça. Je voulais donner un exemple, c'était de l'archéologie. C'était sur la mangrove. On a fait une semaine de travail avec les architecteurs dans une ville. On a fait venir les autres secrétaires des avions. Et alors les matins, on avait des ateliers avec eux et l'après-midi, on allait sur les terrains. Et ils vivaient dans un fleuve en face de la mangrove. Je me souviens qu'à premier jour, je disais, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté là? Je disais, bon, regarde la mangrove. Je dis, comment elle est? Et ils m'ont répondu, elle est toute verte. J'ai dit, écoutez, la cour de l'école est là. Et vert aussi, mais il y a un citronnier, il y a... j'ai nommé quelques arbres. Je dis, on va dans la mangrove pour voir qu'il y a une différence des arbres aussi, qu'elles ont une fonction écologique. Mais ça marchait. Une semaine, à la fin de la semaine, ils ont même constitué leur groupe, ils ont donné un titre chaque groupe. On a donné un petit certificat. Et alors, c'était vraiment très réussi. Alors, on peut penser que tout le monde peut se déplacer, n'est-ce pas, pour la formation du professeur, comme ça, en faisant des activités pour les gens. Je suis sûre que ça marche très bien. Ça marche, ça marche. Oui. Moi, je pense qu'il y aura quand même un travail qui va prendre un peu du temps du côté de Bouchinégué. Parce qu'il faut l'expliquer, comme j'avais dit tout à l'heure. Donc, ça sera un travail qui va prendre un peu du temps par rapport aux Amérindiens qui ont déjà compris. Parce que bon, je sais qu'à un moment donné, bon, ils refusent dans certains endroits, ils refusent de la fouille, quoi. Mais aujourd'hui, bon, ils ont tous compris, donc je pense que ce sera pareil pour les Bouchinégués. Mais c'est comme vous venez de dire, donc il ne faut pas avoir peur, il faut continuer, quoi. Continuer à expliquer, etc. C'est un travail qui va prendre un peu du temps, mais il faut commencer. Je pense que bon, c'est vrai, bon, mon association bon, qui est située à Cayenne, ça pourrait faire la chose aussi, mais avec l'association qui est en train de monter là, c'est de M. Moula, moi je crois que ça va faire un travail beaucoup plus. Moi je serais d'accord pour pouvoir travailler avec lui dans son association, pour pouvoir expliquer, parce que bon, moi je travaille quand même dans une société que je connais pas mal de choses. Donc, avec mon expérience, je crois qu'on pourrait arriver à expliquer, à faire les gens comprendre mieux, quoi. D'autant plus que si c'est vrai que c'est quand même une certaine figure, hein. C'est quand même quelqu'un qui est historien, qui était à Papaïchitan, il est Papaïchitan, et c'est quand même un poids. Moi je pense qu'il est du pays, et je pense que c'est d'autant plus facile à faire certaines choses. Donc ça prendra du temps, oui et non, mais il vaut mieux que le temps que ça prenne et que ce soit fait d'une manière correcte. En général, les archéologues, ça va pas. Et avec ça, il n'y a pas de problème. Madame Lingra elle dit, mais ils sont où les résultats? Martin, ils sont où? Mais ça prend du temps. C'est mieux de prendre un peu plus de temps que d'aller trop vite. N'oublions pas qu'on travaille au prince. Oh ouais. La petite dentiste, une petite Oui, la petite pelle, la petite pelle. Donc avec ça, je pense qu'il n'y a pas de souci. Bien, je vous propose une petite conclusion et puis il reste un quart d'heure, c'est ça? C'est ça. Donc une petite conclusion à tout ça.
On a du travail. Il y a beaucoup de travail. Je pense qu'il va falloir on a dit donc que c'est pas mal que le réseau se mette en place, c'est-à-dire que ce qu'on a fait aujourd'hui se perpétue dans le temps et que surtout on garde tous le contact entre nous, les associations, continuer à travailler main dans la main et puis qu'on n'ait pas peur en fait de faire appel les uns aux autres parce que c'est comme ça qu'on doit travailler à nous et que notre principal souci va être de toucher surtout le public des enfants puisqu'en fait c'est à travers les enfants qu'on arrive à valoriser notre patrimoine. Et les anciens, bien sûr, et les anciens. Mais je pense qu'on devrait avoir une espèce de chronogramme de travail. Qu'est-ce qu'on fera de ces besoins? Où est-ce que nous serons? Alors déjà, on a la première étape, c'est le printemps prochain sera l'Oyapoc. Qu'est-ce qu'on amène à l'Oyapoc? Qu'est-ce qu'on amène? N'est-ce pas des sorties ici? Quelles sont les conclusions? Est-ce qu'on va reprendre ça pour faire une comparaison avec l'Oyapoc et le Maroni? Quelles sont les différences? Quelles sont les similitudes? Qu'est-ce qu'on peut tirer de cette synthèse? Moi, je pense que déjà, ce serait bien quand on ira à l'Oyapoc, et je pense que là, ce sera un travail fait par le Musée des Cultures Guyanaises, c'est qu'eux, ils ont pris le contact de tout le monde, toutes les personnes qui ont participé au séminaire, et notre catalogue, justement, de contacts, ce serait bien qu'il soit établi pour la prochaine rencontre. Et qu'il soit, voilà, une petite plaquette avec les coordonnées, voire même peut-être que chaque association donne une sorte de petit curriculum vitae pas très grand en disant nos objectifs de chacun, notre travail de chacun, qui fait qu'après on a ce petit catalogue et on sait que l'association Aymara fait ça, Monsieur Atteni, voilà, etc. Et ce serait pas mal que ce catalogue soit réalisé pour les prochaines rencontres et qu'on ait tous ce petit catalogue pour pouvoir continuer à travailler ensemble, à échanger. Ça, ce serait déjà un grand... Alors, la cartographie, il faut savoir... Un blog, plutôt un blog. Le problème d'un blog, c'est qu'il faut quelqu'un pour le créer. Oui, et pour le nourrir. Et le nourrir. Non, mais ça, c'est le monde va le nourrir. Le monde va le nourrir. Une fois le truc là. Oui, et puis j'avais une question là, pour les musées des cultures. Est-ce qu'il y a un moyen de savoir quelle collection ils possèdent, dans quelle... Je laisse la parole au Musée des Cultures Guyanaises. Non, peut-être pas là tout de suite, mais pour qu'on sache, quoi, je veux dire, peut-être qu'il y a certaines communautés, il y a des choses qui sont et puis on ne sait même pas que c'est là-bas et tout, donc on soit au courant pour les associations. Je ne parle pas pour le musée, moi je sais par rapport à l'école d'Awala, ou les écoles en général, on reçoit, quand il y a une action au musée des cultures, c'est généralement diffusé auprès des écoles, pas des directions d'école. Et on parle aussi des médiathèques en général, ça fonctionne comme ça. On a eu pas mal d'informations et des collègues à Mana, par exemple, ont eu les mêmes informations que nous, on avait reçues. C'était pas que pour les gens qui étaient forcément vraiment intéressés ou qui travaillaient en collaboration avec les musées des cultures. Et ce qui serait bien, c'est justement que les associations soient justement destinataires quand il y a des manifestations précises. Pareil, on avait eu aussi un listing de ce qu'on pouvait voir, même s'il n'y a pas d'animation, mais de ce qu'on pouvait voir au musée. Et ça, c'est intéressant. Et de ce qui existait, qui n'était pas exposé non plus. Voilà. Oui. Vous pouvez demander en tant qu'association, on aimerait visiter les réserves du musée. C'est possible aussi. C'est possible. On n'a pas de nom. Non. C'est compliqué. Bon, c'est une question que je me pose. Hein. Il y a des choses qui sont au musée. Et puis Mais je sais pas, il y a un catalogue des objets au musée? Non, pas le cas. Il n'y a pas de catalogue. Mais c'est ce qu'on essaye de faire en tout cas avec Il y a un petit truc pour ça que vous avez entendu de mettre en ligne dans des clients, il y avait des choses dedans. ethnologiques qu'on possède. Donc on aimerait que le catalogue soit pris fin 2012, on espère qu'il sera prêt fin 2012. Ce sera déjà un premier actif. d'accord. Mais n'hésitez pas, si vous avez des demandes, évidemment, vous le contactez pour la conservatrice de la mémoire.
Mais est-ce que justement le musée des cultures guyanaises, qui est l'instigateur des rencontres frontalières, le blog justement, il n'y a pas possibilité de créer un blog à la fois pour le musée et ensuite Tous les assos ensemble, et toutes les associations, tous les acteurs qui se mettent ensemble. Ben oui, parce qu'il faut accepter. Moi, je pense qu'il ne faut pas que ce soit une, parce que nous on est des toutes petites associations. Il faut quelqu'un de plus gros pour chapeauter. Et je pense que le musée des cultures guyanaises ce serait intéressant qu'il soit porteur de ça. Il a inauguré les rencontres transfrontalières, maintenant il faut aller au-delà et puis partager tout ça. Moi, je pense que par rapport justement au projet qu'on est en train de mettre en place, ça peut être aussi une évolution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc on aimerait informatiser les collections déjà d'ethnologie pour pouvoir les mettre en ligne. Donc le musée Gold et le Sirting à Paramaribo le font aussi pour qu'on puisse mettre nos 3 collections d'ethno en ligne ensemble. Mais on peut aussi imaginer qu'il y ait un volet blog ou forum pour que les gens viennent visiter ces collections. Ça, c'est sûr, ça pourrait tout à fait être une évolution du projet. Après, évidemment, mais comme la question du temps a été évoquée tout à l'heure, je pense qu'il faudrait voir une fois l'informatisation faite et tout ça. Donc ça serait peut-être d'ici un an, mais pourquoi pas. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on pourrait proposer. Il faudrait. On a déjà une date pour l'OIAPOC, non? On pense printemps 2012. Printemps, ça veut dire quoi? Printemps, ça serait mai-juin, oui. Mai-juin. Donc on a 6 mois plus 2, ça veut dire 8 mois pour préparer l'OIAPOC. Ça veut dire qu'est-ce qu'on peut faire réellement d'ici là? Déjà, savoir qui est qui, je trouve que c'est très important. Déjà, ce serait pas mal si on pouvait avoir le catalogue. Qui est qui, ça serait formidable. Ou on appelle un folder. Un folder. Comme j'ai proposé tout à l'heure quelque chose de simple. Je pense qu'on pourrait en avoir déjà en arrivant. Est-ce qu'il ne serait pas possible de réfléchir, parce qu'il y a plusieurs associations, de réfléchir sur une fédération? Oui, une fédération. Ben, moi je pense que le musée des cultures guyanaises, il faut quelque chose d'assez solide au sommet. Le musée des cultures guyanaises pourrait être justement le référent, où justement chaque association culturelle pourrait effectivement trouver au sein du musée des cultures guyanaises toutes les... Voilà. Et c'est ça, c'est-à-dire que le musée des cultures guyanaises, comme c'est au pluriel, justement c'est le plateau des Guyanes, prendre en charge le Brésil, voilà, le Suriname, et à ce moment-là, c'est du travail pour le musée des cultures guyanaises. Il doit prendre de l'ampleur. Le musée des cultures guyanaises, ce n'est pas les cultures de ce qui se passe du territoire de la Guyane, tout à fait. Voilà. Nous sommes dehors, le Brésil. Le Brésil et le Suriname. C'est une collaboration. Oui. Le plateau culture guyanaise. Le plateau de la culture guyanaise. Non, mais justement, on ouvre. C'est dehors quand on parle des plateaux de Guyane, non? Oui. Non, il y a une partie géologique à des deux. On n'a pas passé la Guyane portugaise. La Guyane portugaise, oui. Tu sais que la Guyane, c'est la Guyane portugaise aussi. Voilà, donc si déjà pour la prochaine rencontre on a ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais alors ça, quoi? On fait 1, 2, 3, 4. Alors, quelles sont nos conclusions? J'ai pris ici un blog qui est le musée de culture guyanaise. Ensuite un folder. Le musée des cultures guyanaises. Un dépliant. Voilà, mais tout sera le musée des cultures guyanaises. Qui c'est ça, le musée des cultures guyanaises. Alors donne tout à le musée du culture. C'est vraiment un catalogue fin 2012. Un vrai. Ben, c'est le musée des cultures guyanaises. Et la carto. Alors ça, la carto, c'est en cours. C'est en cours. Le service régional de l'archéologie a déjà pas mal avancé. Ben, j'ai un défaut parce que je suis géographe de formation. Alors la cartographie informatique, mais le service régional de l'archéologie a un site qui s'appelle Patriarche. Et Patriarche a déjà pas mal de données en cartographie. Par contre, alors peut-être que ça on peut leur c'est que c'est pas diffusé au public. Par contre, on peut se rendre au SRA pour consulter la carte archéo, mais par contre, il n'y a pas d'ouvrage. Voilà.
hein. Oui, il suffit d'aller au service régional de l'archéologie et ils sortent la cartographie de la région que vous cherchez, dont vous avez besoin. Et les sites sont déjà référencés. Mais il n'y a pas de livre, c'est pas en ligne. Il faut aller au service régional de l'archéologie pour la consulter. Le niveau du service urbanisme, qui est cette carte. Oui, en face de l'herbier, derrière l'herbier de Guyane. L'IRD, mais je serais à l'IRD. C'est pas très loin. Voilà. Ah oui. Donc, Demandez monsieur Mijoux. chaque C'est le commune conservateur. reçoit chaque année un résumé de tout ce beaucoup de communes savent pas. Oui. Les communes ne savent pas. Et ça, par rapport à la cartologie, si jamais c'est accessible à tout le monde, ça veut dire que ce soit accessible au sein des communes. Oui. Ils ont Mais c'est accessible, mais il faut se rendre au service Faut se régional de déplacer, l'archéologie. Il faut se déplacer. Si vous vous rendez au service régional de l'archéologie, vous demandez à consulter la carte archéo. Non, mais c'est pas ce que je veux dire. C'est-à-dire que la carte archéo, il y a des régions, par exemple Saint-Laurent a son territoire. Oui. Donc le territoire de Saint-Laurent, ce serait bien par exemple qu'à Saint-Laurent-du-Maroni, au service Oui, j'ai bien compris. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Non, mais c'est une proposition. Ça reste une démarche de la commune. Ça reste une démarche. Oui, mais ceci dit, d'y c'est aller. comme que. Mais c'est-à-dire que là, nous, on n'a aucune réponse possible à donner, puisque là, c'est le service régional de l'archéologie. Il faudrait poser la question à M. Collardel. Oui. Ah ouais, ouais. Voilà, c'est M. Collardel qui pourrait répondre. Mais il sera là cet après-midi. Mais il faut le mettre. Il faut le mettre. Même s'il ne répond pas, il est réfléchi à la question. Alors, on se compromet à avoir un carton archéo à l'époque. Je sais pas tout le monde. Un accès. Elle sera qui prédomine, sa femme. C'est déjà ça. Et le fait de rendre donc plus accessibles les travaux, ça ne peut pas être pris en charge par, je ne sais pas qui d'ailleurs. L'accessibilité. Au niveau travaux archéologiques, vous voulez dire au niveau Pas collection forcément. Pas forcément. Le problème de la vulgarisation des données, c'est que déjà, tout le monde n'est pas capable de le faire. C'est quelque chose de difficile à faire. Par exemple, un scientifique, il a le langage scientifique. Et pour qu'un scientifique arrive à vulgariser, c'est pas donné à tout le monde. Donc il faut forcément qu'il travaille avec d'autres personnes. Non, mais c'est ça que je veux dire. Je veux dire, une prise en charge. C'est ce que je vous dis, c'est que si ça n'a pas été prévu au départ, c'est pour ça qu'il faut vraiment forcer enfin, normalement, c'est prévu quand on dépose un projet scientifique, on a l'obligation de restituer. Mais parfois, le temps, l'argent manque et ça peut être restitué. Mais voilà, non, mais des fois, du coup, après... on le rend comme ça et c'est vrai que c'est impossible. Oui, mais après, une fois en accord avec la personne qui a fait les recherches... Oui, mais c'est ça, c'est-à-dire que là, c'est un travail, voilà, c'est-à-dire que l'association va se rapprocher des scientifiques, elle dit ben voilà, et en général, personne dit non. Et à ce moment-là, effectivement, c'est un travail de synergie et d'équipe qui va se mettre en place entre l'association Balaté et Martin, l'archéologue, pour rendre public et le plus accessible possible les travaux. D'accord, et qui peut financer Là, il faut demander des subventions. C'est des subventions qui sont demandées à la région, aux communes. Donc là, après, c'est le Après, c'est chemin la base habituel. personnel, le volontariat, de ressources. Il faut les demander à M. Collardel. Mais pas seulement, c'est aussi la région, la commune. Après, c'est le même parcours. Et je pense que si au départ on se met d'accord pour savoir qui veut travailler avec qui, c'est plus facile de trouver les solutions. Même la managériale, parfois, je demande. Il y en a qui sont vraiment crados. Ah oui, mais C'est vrai que les bilans annuels, ils sont envoyés. Et normalement, Après, c'est ce serait par contre intéressant. qu'est-ce que fait la Ce qu'on peut commune? demander de manière immédiate Si la commune ne diffuse pas, au musée des dans la collections bibliothèque. c'est qu'ils ont déjà les coordonnées de tout le monde. Et ce qu'ils voudraient faire, c'est de nous envoyer dans la semaine, dans les 2 jours à tous, déjà sur par mail, nous envoyer par mail la liste, par exemple, à la diffusion des chercheurs. Voilà. Ça, je pense que ça peut être quelque chose de fait immédiatement. C'est nous redonner
donner à chacun par mail les coordonnées de tout. Voilà. Ça peut être. Ça peut être intéressant. La liste aussi des coordonnées des participants. C'est entendu? Par mail. Sinon pas Facebook. Je ne suis pas sur Facebook. Et peut-être pour faciliter de les mettre par atelier, c'est-à-dire atelier 1, ben voilà, les coordonnées, atelier 2, les coordonnées, et comme ça après on sait. Est-ce qu'on pourrait espérer qu'on a une conclusion des 3, 4, 5 synthèse de chaque atelier? Je pense. On peut envoyer par mail. On peut demander à ce qu'une synthèse soit envoyée. Une synthèse vraiment synthèse. Oui. Oui, courte. C'est-à-dire que chaque atelier donne son synthèse. Au musée des cultures guyanaises. Et le musée des cultures guyanaises. Et des différents synthèses. Que ce soit trop long. Non, faut pas que ça. Faut pas faire des rédactions. Mais comme ils sont nus au musée des cultures guyanaises. Ah, on donne du travail. Oh là là. Les pauvres. Moi, je vous détends, vous vous ennuyez jamais. Bien. Et puis il est 13h. On va aller manger. Maman, c'est pas ça. Je vous remercie. Et puis on va se rendre vers la case numéro 8. Le concours reste au retour parce qu'on est bien resté. Non, après on va la lire.